Louis Mignot est un professeur de littérature et langue française à la retraite. Bonjour. Allez-y, pardon. Après une thèse de doctorat sur la philosophie existentialiste sous-jacente à l'œuvre romanesque d'André Malraux, il a cherché à appliquer des principes humanistes à l'apprentissage de la langue seconde en milieu universitaire anglophone. Son parcours et son enseignement l'ont mené à redécouvrir ses racines dans son pays natal, le Québec. Il a beaucoup voyagé. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, dit-il en prenant une pause, je cède la parole à notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Louis Mignot. Ce toit tranquille où marchent des colombes, entre les pins palpitent, entre les tombes. Midi le juste y compose de feu. La mer, toujours recommencer. Ô récompense après une pensée, qu'un long regard sur le calme des lieux. Quel pur travail de fins éclairs consume ma diamante imperceptible écume. Et quelle paix semble se concevoir quand sur l'abîme le soleil se repose, ouvrage pur d'une éternelle cause, le temps scintille et le songe est savoir. Lorsque René est arrivé en fin d'après-midi, au soir de sa vie, à Ottawa, au bord de la mer, en Nouvelle-Zélande, la mer était calme comme un miroir, comme un toit. Mais voilà que le lendemain matin, lorsqu'il est arrivé au bord de la mer pour écrire son roman, son livre, avec son ordinateur, devant une grande fenêtre panoramique qui donnait sur la plage, la mer était agitée, turbulente, comme la vie. Les colombes ne marchaient plus. De grandes voiles oblongues sillonnaient le ciel, multicolores, entraînant des surfeurs de cerf-volant qui filaient à la surface de l'eau, d'une crête à l'autre, d'un côté à l'autre, d'un horizon à l'autre, comme Ulysse, d'une porte à l'autre, comme René. Les vagues, le vent, de parfaits symboles, tout ce bref passage ici-bas. Ouverture. 2007. Je venais de faire la connaissance d'un homme jusque-là inconnu, que mon frère aîné, mourant, avait affirmé être mon demi-frère. Fils du même père biologique que moi. Avec cette affirmation, un mystère total recouvrait le secret de ma naissance. Maintenant, âgé de 64 ans, je croyais avoir tout juste rencontré un demi-frère paternel,
fils légitime de mon feu père biologique. Je savais déjà que j'étais le fils illégitime, le bâtard, le dernier rejeton d'une mère qui avait donné naissance à 10 enfants. Pourquoi avais-je été abandonné par ma mère comme je le ressentais? Les temps étaient durs et les services sociaux aux familles nécessiteuses n'existaient pas. Réduit à laver les planchers dans un cabaret où dansait l'une de ses filles, ma mère s'était vue obligée de me confier à des foyers nourriciers, alors que je n'avais que 4 ans. J'étais beaucoup trop jeune pour ressentir le déchirement de ma mère, forcée par la misère à se défaire de ses enfants. Maintenant que j'étais adulte et avait une situation professionnelle stable, j'avais repris contact avec cette femme que la souffrance avait rendue catatonique. Et cette fratrie qui préférait cacher le passé familial derrière un mur de silence. On ne parle pas du passé quand le passé réveille une grande misère physique ou morale. Je m'étais ainsi habitué à ne pas me préoccuper de mes antécédents. J'avais fait mon chemin dans un monde que j'avais choisi à chaque étape. La 5e porte, c'est l'histoire des étapes d'une vie, du cheminement, à partir d'un chac à bûcheron des cantons de l'Est, en passant par le Faubourg Hamelas de Montréal et une congrégation religieuse, dans la grande noirceur des années 40. Naviguant d'horizon en horizon, de défi en défi, de tempête en tempête, de bouée de sauvetage en bouée de sauvetage, de port d'attache en port d'attache, d'une prise de conscience à l'autre. Vivre, a déclaré André Malraux, c'est transformer ses expériences en conscience. Quelques siècles plus tôt, Montaigne avait souligné qu'on apprend à vivre en se frottant aux autres. Alors que toutes et tous, nous cherchons le sens de ce petit bout d'éternité qui nous est confié. Première porte. Ma Sainte Mère, l'Église catholique, romaine, apostolique, une et universelle. Quand même. On dit quand même. Si vous voulez. Mais si soit. C'est marqué juste ça ou 1947. Ma mère était dans l'obligation, une fois de plus, de trouver pour moi un foyer nourricier. Au bout de sa corde, au bout de sa corde,
Maman m'emmena avec elle pour consulter la mère supérieure du couvent où elle avait placé Denise. L'orphelinat était situé en plein cœur du Faubourg Amblas, l'un des nombreux quartiers de Montréal où la misère dominait la vie quotidienne des habitants. La religieuse lui conseillait d'aller voir une sainte femme qui s'occupait déjà d'un orphelin qui venait servir la messe au couvent tous les matins. Il avait le corps brûlé à la suite d'un incendie dans lequel avait péri le reste de sa famille près du parc La Fontaine. Sans hésiter, ma mère me conduisit chez cette femme qui habitait à quelques pas du couvent, sur la rue de la Gauchetière. Le cœur gros, je suivais maman avec le sentiment qu'elle se préparait à m'abandonner de nouveau. Sur la chaussée, la neige était sale. Les trottoirs de la rue baignaient dans une semi-obscurité. Et les quelques enfants rencontrés avaient l'air de voyous. Arrivé à l'adresse indiquée, maman appuie sur la sonnette sur le côté d'une porte de verre sombre. Au bruit d'une chaînette frottant contre une ampoule électrique qui s'allume, apparaît un grand escalier visible à travers un rideau de gaz blanche couvrant la vitre à la moitié et la moitié de la porte. Une longue corde tirée d'en haut débarre la porte. C'est alors qu'un jeune garçon, nous voyant entrer, s'adresse à une personne encore invisible et lance « Garde! C'est une femme avec un enfant! » Alors que nous atteignons le haut de l'escalier, une dame aux cheveux gris, à l'air austère, toute vêtue de noir, apparaît et nous demande d'un air inquisiteur et méfiant « Qu'est-ce que vous voulez ?» Maman répond que ce sont les sœurs du couvent qui nous envoient. Cette réponse semble l'intriguer. Elle nous scrute. Oh, ce regard qui atteint le fond de l'âme. Pendant que maman s'explique davantage, je pénètre dans une petite pièce. Et c'est alors que je suis saisi d'une sensation extraordinaire. Un beau meuble en chêne occupe tout le mur de ce boudoir. Ses portes sont décorées de têtes de lion au museau percé d'anneaux de cuivre. C'est un meuble, voyons comment je suis perdu. Il est d'une grande beauté à mes yeux d'enfant pauvre. Sur le meuble se trouve une crèche qui se prolonge jusqu'au plafond. Grâce à un drap suspendu, teint en bleu et peint à la main, qui imite le firmament. Des étoiles nombreuses y brillent et un ange à la robe diaphane tient une bannière où sont écrits des mots que je ne peux pas lire. L'ange semble chanter, le visage rayonnant de joie. Sur le dessus du meuble
Un canevas brun recouvert de flocons de neige forme des rochers menant à une caverne où s'abritent des personnages, ainsi qu'un bœuf, un âne et quelques moutons. D'autres figurines se tiennent debout ou à genoux tout autour de la grotte. Me haussant sur la pointe des pieds, mes yeux ébahis finissent par apercevoir un petit bébé qui repose sur la paille, devant le bœuf et l'âne, les bras grands ouverts, comme pour m'appeler. Je devais me tenir devant ce meuble, la bouche et les yeux béants d'excitation, puisque cette dame s'est approchée de moi et prenant le petit bébé de cire dans ses mains, elle l'approcha de ma bouche pour me le faire embrasser. Puis, suivant le rituel maintenant habituel pour moi, maman me laissa devant cette scène et elle alla s'asseoir à la table de la cuisine pour présenter sa demande. Cette fois, aucune larme ne coulait de mes yeux. Au contraire, je restais là comme en extase, transformé. Toutes mes inquiétudes s'étaient effacées, toutes mes déchirures passées, même la pensée que je dois de nouveau me séparer de maman. Mes peurs d'enfant s'envolent. Aux endroits précédents, j'étais en sanglots pendant que ma mère négociait mon abandon. Cette fois, un vif désir de demeurer chez cette femme envahit mon cœur d'enfant. Mais bientôt, maman réapparut de la cuisine, l'air déçu. Et me tirant par la main, elle me remet ma casquette et mon paletot. « Viens-t'en, René, elle veut pas de toi. » Pendant quelque temps, je me débats, refusant de partir. Je dois finalement suivre ma mère qui me tire par la main. Combien de jours s'écoulèrent après ce nouveau déchirement? Je ne saurais le dire. Mais je me souviens qu'il ne se passait pas un jour sans que j'achale maman en lui demandant quand nous allions retourner chez cette femme. Je vivais du souvenir de cette crèche. C'est là que je voulais vivre dorénavant. Bien sûr, maman s'en réjouissait, mais elle était sans espoir. Finalement, elle décida d'aller consulter de nouveau la mère supérieure du couvent, qui lui conseilla de retourner chez cette femme. Le 6 janvier 1948, fête des rois. Y a-t-il un message? Y a-t-il un message? Maman me ramena à l'endroit de mon seul petit. Même scénario, la porte, la sonnette, la corde débarrant la serrure, tout en haut de l'escalier, ce regard perçant. Qu'est-ce que vous voulez? Madame, c'est ici qui veut vivre. Oh, ben ça doit être la volonté du bon Dieu. Viens-t'en. Je montai vers elle en courant, avec ma petite valise déjà préparée, laissant maman au bas de l'escalier. Elle s'en alla sans que je me retourne pour lui envoyer là. Aucun déchirement. À 5 ans, je m'étais sevré de ma mère et je venais de faire un choix déterminant qui ouvrait une porte sur mon avenir. Fini les incertitudes, fini la compagnie d'une mère, de frères et de sœurs dont la vie avait fait d'éternelles victimes. Je venais de prendre en main mon destin et de renaître.
4 autres. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. L'air immense s'ouvre et referme mon livre. La vague en poudre rose jaillir des rocs. Envolez-vous, page tout éblouie. Rompez vague, rompez d'eau réjouie. Ce toit tranquille où picoraient des phoques. Quatre autres portes attendent René. À vous de les ouvrir pour voir ce qu'elles cachent. Je tiens à remercier particulièrement les responsables de l'Association des auteurs de l'Esprit qui ont assuré avec grand dévouement l'organisation de cette rencontre et la préparation d'un réconfortant buffet. Merci à Bruno La Liberté qui a de plus affronté la tâche ardue de préparer le manuscrit pour le soumettre à l'imprimeur et assurer la parution sans faille. Sans faille. Grand merci à mon neveu Sylvain, qui est apparu dans ma vie il y a quelques mois, après 40 quelques années d'absence. Tous deux sont venus de la Colombie-Britannique, d'abord pour renouer, eux aussi, avec le passé paternel. Et pour agrémenter cette présentation de leur soutien technique. C'est avec un bonheur immense que j'accueille ici de nombreux membres de mes deux familles. L'une paternelle, l'autre maternelle. Plusieurs de ces personnes ont été d'heureux instruments du destin dans le déroulement de cette histoire. Je souligne particulièrement la présence de mon cousin. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Il est là-bas. Oh, mon cousin Claude. Grâce à qui j'ai pu résoudre les dernières énigmes de ma vie en bénéficiant de ses talents de généalogiste. Wow, c'est cool. Et mon bras droit, attendez que je tourne, Claudette, elle mérite ma profonde reconnaissance. Son appui, ses conseils, sa patience me sont d'une valeur incommensurable. Une dette de reconnaissance avec plusieurs amis qui sont ici présents et qui m'ont encouragé tout au long de leur précieuse aide. Puis merci à vous tous et toutes qui êtes venus et qui aurez peut-être envie et la patience de lire cette brique. Merci. Merci pour les